Alors, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'auditorium du Monde pour cette conférence d'Anna Lombert organisée par l'hebdomadaire La Vie sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Avec une interrogation majeure, comment l'IA transforme nos esprits et nos sociétés. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent également en visio. Voilà, je me présente, je suis Anne Guillon, je suis chef de rubrique Science au magazine La Vie. Et voici donc Anna Lombert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8. Vous avez beaucoup travaillé avec le philosophe Bernard Stiegler sur les enjeux des technologies numériques contemporaines. Et en 2021, vous avez intégré le Conseil national du numérique. Alors, le Conseil national du numérique, c'est une instance consultative indépendante chargée de conduire une réflexion ouverte sur notre relation à nous, les humains, avec le numérique. Vous êtes l'autrice de 2 livres publiés cette année à quelques semaines d'intervalle. Le premier est un essai paru aux éditions Alia, Schizophrénie numérique. Vous utilisez cette expression schizophrénie numérique pour décrire notre attitude collective face à ces nouvelles technologies. Face à ces innovations, nous sommes tous tiraillés entre une certaine fascination, mais aussi la peur, et parfois même du rejet à cause de certains effets nocifs que nous constatons déjà sur nos cerveaux notamment. Et votre second livre vient de paraître chez Fayard. Vous l'avez écrit avec Gaël Giraud, Le capital que je ne suis pas. Alors ces 2 ouvrages seront en vente à la fin de la conférence, à la sortie de l'auditorium. Et ils sont aussi disponibles sur le site de notre partenaire, la librairie Almora. Donc le site c'est almora.fr. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre ici et en visio. Donc, il y a environ 600 personnes qui se sont inscrites à cette conférence. Bravo et merci. C'est sans doute le signe que l'intelligence artificielle fascine, interroge, inquiète aussi. Surtout depuis le développement vertigineux ces 2 dernières années des IA génératives de texte comme ChatGPT, de son ou bien d'images. Mais en fait, l'IA, elle est présente dans notre quotidien depuis longtemps déjà. Elle est présente sur les réseaux sociaux avec les algorithmes de recommandation, elle est présente dans l'industrie, elle est même présente dans nos voitures avec l'arrivée progressive de la conduite automatisée. L'intelligence artificielle, elle est déjà en train de transformer nos vies et notre façon de penser. Mais nous ne nous en rendons pas forcément compte. Nous subissons ces effets sans y réfléchir vraiment. Et c'est à cette prise de conscience que vous nous invitez, Anna Lombert, pour que nous nous saisissions vraiment enfin de cette nouvelle réalité, pour la penser réellement et reprendre enfin le contrôle. Je vais vous laisser la parole pendant une trentaine de minutes, puis nous échangerons tous les deux pendant 10-15 minutes avant de vous donner la parole à vous pour une séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. J'ai préparé quelques images. Alors, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Apparemment, ça très bien. Sur ce grand écran. Elles sont censées être projetées ici, c'est ça? Oui. Voilà, génial. En plus, je peux les voir là, c'est parfait. Ok. Voilà, donc je vais donc commencer cette présentation par une petite réflexion, tout d'abord, au sujet de ce terme d'intelligence artificielle, puisque donc c'est un terme central du titre de ma présentation. Excusez-moi, j'essaye d'apprendre à manipuler cette technologie en même temps. Alors, je crois que j'appuie sur le mauvais bouton en fait. Ok, voilà, j'ai compris. Donc normalement, ça devrait être un peu plus efficace maintenant. Voilà. Donc, je commence par interroger un peu cette notion d'intelligence artificielle, et puis j'en viendrai ensuite à on va dire, à une tentative de réponse à la question qui fait l'objet donc de cette communication, à savoir comment ce qu'on appelle traditionnellement l'intelligence artificielle transforme nos esprits et nos sociétés. Alors, tout d'abord, ce terme d'intelligence artificielle, vous avez sans doute remarqué qu'il est devenu un petit peu omniprésent dans les discours médiatiques, mais aussi dans les discours quotidiens que nous tenons à propos de toutes les technologies numériques qui nous entourent. Donc, on va parler de téléphones intelligents, de smartphones, on va parler de smart city, donc de villes intelligentes, on va parler de intelligence artificielle générative pour désigner justement
gros modèles de langage qui sont utilisés dans un dispositif comme ChatGPT. En fait, on utilise en permanence des sortes de métaphores anthropomorphiques pour parler des dispositifs numériques qui nous entourent. Par exemple, on va parler d'apprentissage automatique aussi, comme le fait Yann Lequin dans ce livre, ou bien on va parler d'agents conversationnels. Donc si vous voulez, la logique de tous ces termes, c'est toujours la même. Elle consiste à projeter sur des dispositifs technologiques un certain nombre de facultés, de capacités psychiques, mentales, intellectuelles, qui sont traditionnellement attribuées aux humains. Et donc par exemple, l'intelligence, l'apprentissage, l'agentivité. Or, quand nous faisons ce type de projection anthropomorphique, en fait, nous faisons exactement ce qu'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a écrit sur la question de la technique dans les années 60 jusqu'aux années 80, décrivait en fait comme une représentation mythique du robot. C'est-à-dire on va dire une tentation qui consiste à considérer les machines comme des doubles de l'homme en leur attribuant de manière plus ou moins implicite ce que Simondon considère comme une âme et une existence séparées et autonomes. Autrement dit, on va attribuer à des dispositifs techniques des capacités traditionnellement attribuées aux humains, alors même que ce sont les humains qui sont évidemment les producteurs, les concepteurs de ces machines. Le philosophe Georges Canguilhem disait exactement la même chose quelques années plus tard, donc en 1980, dans le contexte du développement des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. Canguilhem, qui était le directeur de thèse de Simondon, ce sont deux philosophes qui ont beaucoup travaillé ensemble, qui se sont beaucoup influencés mutuellement. Eh bien, Canguilhem relevait l'abus d'expressions non pertinentes, je le cite, telles que cerveau conscient, machine consciente, cerveau artificiel, intelligence artificielle. Autant de métaphores, écrit-il, qui sont nées chez les scientifiques de l'usage de modèles heuristiques, mais qui ont été par la suite repiquées sur des lieux communs publicitaires. Et selon Canguilhem, un modèle de recherche scientifique s'est ainsi peu à peu converti en une machine de propagande idéologique afin, dit-il, de dissimuler la présence de décideurs derrière l'anonymat de la machine. Et en effet, quand on attribue en fait des capacités intellectuelles aux machines, eh bien, ça nous empêche d'une certaine manière de nous interroger sur les capacités intellectuelles des humains qui les ont produits précisément. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, sur toutes les opérations mathématiques qui permettent à ces machines de fonctionner, d'une part, mais aussi sur les idéologies politiques qui sont implémentées dans ces dispositifs. Parce que vous savez sans doute que dans le cas de ChatGPT, par exemple, le directeur de OpenAI, donc l'entreprise qui a développé ce gros modèle de langage et l'interface interactive qui va avec, donc Sam Altman, assurait que les textes qui allaient être générés allaient permettre d'éviter toutes sortes de biais, de propos politiquement incorrects, racistes, homophobes, misogynes, etc. Et Elon Musk, au contraire, réagissait en disant qu'il allait développer une intelligence artificielle générative qui, précisément, n'aurait pas ce type de retenue, si je puis dire. Donc on voit bien que là, l'intelligence de la machine n'est autre que l'intelligence ou que la bêtise, en l'occurrence, de ceux qui vont produire cette machine. Il faut donc se méfier un petit peu de tous les discours qui s'appuient sur cette notion d'intelligence artificielle, qui est très problématique philosophiquement, ou bien sur des notions comme celle de machine intelligente ou de machine spirituelle, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, qui sont des notions mobilisées par Raymond Kurzweil, en l'occurrence, qui est le fondateur du mouvement transhumaniste, qui était aussi directeur de l'ingénierie chez Google, et qui est celui qui a beaucoup agité le spectre de ce qu'on appelle dans le courant transhumaniste la singularité technologique, c'est-à-dire cette espèce de point de bifurcation au moment duquel les machines sont censées devenir plus intelligentes que les humains et prendre la main sur le destin des humains. Bon, on a tout ce narratif un petit peu futurologique qui accompagne souvent les discours promotionnels autour de l'intelligence artificielle. On retrouve le même type de narratif, donc voilà, je vous parlais de la singularité technologique. Bon, on retrouve exactement le même type de narratif dans la lettre ouverte qui a été publiée par Elon Musk et d'autres experts en mars 2023, donc suite à la diffusion massive de ChatGPT, qui évoquait la notion d'esprit numérique qui était censé constituer une menace pour l'humanité. Donc vous voyez, c'est toujours ce même narratif.
Alors moi, ce que je vais essayer de dire hein, dans le cadre de cette communication, et ce que j'essaie de développer dans les ouvrages que vous avez cités au début, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace ou qu'il ne faudrait pas s'inquiéter, mais je dis simplement que le problème, en fait, n'est pas celui de l'avènement d'une conscience algorithmique ou d'un esprit numérique, mais le problème, c'est celui d'une nouvelle étape, d'une nouvelle phase, en quelque sorte, dans un processus d'automatisation progressif des systèmes d'écriture et des technologies de langage. Et que si on veut comprendre, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette étape cruciale hein, des gros modèles de langage et de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, eh bien, il faut prendre un petit peu de recul sur l'évolution, si vous voulez, de ces systèmes d'écriture et de ces technologies de langage, sans quoi on ne peut pas voir ce qu'il y a de nouveau et peut-être ce qu'il y a de plus dangereux. Donc, pour ça, hein, ah oui, j'ajoute une petite chose, c'est d'autant plus important de prendre cette perspective hein, que... depuis les années, on va dire, depuis les années 60-70, il a été documenté par un certain nombre d'anthropologues, mais aussi de psychologues, que précisément ces systèmes d'écriture ou ces technologies de langage, ce ne sont pas seulement, si vous voulez, des moyens qui permettraient de transmettre un sens ou une pensée qui leur préexisterait. Mais que, en fait, à travers les différents types de langues que nous utilisons ou les différents types de techniques d'écriture que nous utilisons, en fait, nous transformons nos manières même de penser, si vous voulez. Hein. Ça, c'est ce qu'a développé le psychologue Lev Vygotsky, qui parlait pour cela, qui décrivait la langue et l'écriture comme des instruments psychologiques, hein, en disant ce sont des instruments qui modifient nos manières de penser, nos catégories de pensée. Et de même, hein, Jack Goody, qui est anthropologue, lui, a beaucoup travaillé sur l'écriture en disant, et sur tous les moyens de communication, on va dire, hein, en disant attention, nos moyens matériels de communication ne font pas que communiquer des informations qui leur préexisteraient, hein, mais en fait, ils transforment la manière même dont nous pensons. Hein. Donc, je vais pas détailler les travaux de ces chercheurs, mais c'est pour dire que quand on a compris ça, on comprend qu'en fait, la mutation du système d'écriture et des technologies de langage actuelles, hein, puisqu'il s'agit bien d'écriture numérique, il s'agit bien de génération automatique de texte ou de sons, de paroles, on pourrait dire, bon, même s'il faudra questionner ces termes, mais on comprend qu'en fait c'est aussi une mutation dans les manières de penser et qu'elle va forcément affecter aussi nos capacités mentales et nos relations sociales, hein, ce que moi j'appelle un peu rapidement la vie de l'esprit individuel et collectif. Donc voilà un peu la perspective dans laquelle je voudrais m'engager en vous proposant de faire un petit retour en fait en amont, enfin très très en amont même, parce que ce que je vous propose pour comprendre en fait l'enjeu de la mutation contemporaine, c'est de revenir un petit peu dans un premier temps hein, aux réflexions de Platon, donc à l'origine même en fait de la philosophie. Donc dans un premier temps évidemment, et puis ensuite j'en viendrai aux enjeux spécifiques des intelligences artificielles génératives, donc en évoquant un certain nombre de risques hein, qui me semblent apparaître. Et puis dans un dernier moment, je voudrais simplement voilà, poser la question de savoir comment on peut faire face à ces risques en adoptant ces technologies numériques de manière, on va dire, intelligente. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de revenir un petit peu au questionnement de Platon ? Eh bien, tout simplement parce que, alors évidemment, Platon ne s'intéressait pas du tout aux chatbots ou aux technologies numériques, etc. C'était pas du tout son problème au 5e siècle avant notre ère. En revanche, il s'intéressait beaucoup à une mutation technique, à une révolution technique, hein, qui est celle de l'écriture alphabétique, qui date en fait du 8e ou 7e siècle avant notre ère, donc, mais disons qui commençait à se diffuser de plus en plus dans la société grecque. Et donc, si vous voulez, Platon s'interroge sur cette question, notamment dans un livre qui s'appelle Le Phèdre, qui a été longuement commenté par un philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et dans ce livre, Platon revient sur le mythe égyptien de l'origine de l'écriture. Alors, que raconte ce mythe ? Eh bien, tout simplement que le dieu égyptien qui a inventé l'écriture, qui s'appelle Thoth, que vous voyez aussi ici à l'écran, est arrivé, donc il a inventé l'écriture, mais aussi la science du nombre, les calculs, donc si vous voulez, la question de l'écriture et la question des mathématiques et des algorithmes en fait, et déjà, ce sont des questions qui sont très liées, voilà.
Et donc, Teut arrive devant le roi des Égyptiens, qui s'appelle, lui, Thammuz, pour lui présenter donc son invention, c'est l'écriture, qu'il a très envie, évidemment, de diffuser massivement dans la société égyptienne. Et il explique qu'il a trouvé, grâce à cette nouvelle technique, donc l'écriture, un remède pour la mémoire et l'instruction, dit-il. Donc la mémoire et l'instruction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, grâce à la technique de l'écriture, il va être possible d'extérioriser tous les savoirs dans des supports écrits, toutes les connaissances vont pouvoir être sédimentées, conservées dans des supports écrits, et puis cela va permettre de remédier aux failles des mémoires individuelles, parce qu'évidemment, quand les individus vivants se souviennent de quelque chose, ils ne se souviennent jamais exactement, hein. Ils sélectionnent même parfois, en fonction de ce qu'ils ont envie de savoir, de ce qu'ils n'ont pas envie de savoir, par exemple. Chacun retient quelque chose de différent, c'est très compliqué de s'accorder, etc. Et puis par ailleurs, les individus vivants finissent toujours par mourir. Donc quand ils disparaissent, si vous voulez, leur mémoire individuelle disparaît avec eux. L'avantage de l'écriture, en tout cas c'est ce que dit Teut, c'est qu'elle va permettre une immortalité potentielle, si vous voulez. Elle va permettre que la mémoire des individus survive à leur disparition biologique, d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, c'est une promesse déjà d'augmentation technologique des facultés psychiques et une promesse d'immortalité aussi potentielle. Quand vous regardez les discours transhumanistes actuels, vous verrez que ces deux promesses sont au cœur de ces discours. Et donc, le roi des Égyptiens, Thammuz, qui lui... souhaite quand même protéger un petit peu la population, s'interroge et répond à Teut que ce qu'il présente comme un remède, c'est-à-dire l'écriture, la technique de l'écriture, risque aussi de se révéler être un poison. Pourquoi ? Parce que quand on aura extériorisé tous les savoirs sur des supports écrits, dit-il, les citoyens ne feront plus l'effort, évidemment, d'exercer leur mémoire, d'exercer leur capacité mnésique, leur capacité mémorielle, et donc ils perdront ces capacités, tout simplement. Si vous voulez, le risque que Thammuz identifie, consiste à dire, vous nous promettez une augmentation, mais en fait, non, c'est une diminution, c'est une perte. Puisqu'au lieu de se souvenir par eux-mêmes, les citoyens vont simplement arrêter de pratiquer leur mémoire. Ils vont répéter bêtement des discours écrits qu'ils n'auront pas compris, dont ils ne saisiront pas la signification. Et donc, ils vont devenir des semblants d'hommes instruits, dit le texte, et non pas de vrais savants. Donc, si vous voulez, donc ce qui se révèle dans ce texte, c'est l'ambiguïté, en fait, de la technique de l'écriture phonétique, qui est, pour cette raison, décrite par Platon comme un pharmakon. Donc, le terme de pharmakon en grec, c'est le terme qui a donné le terme de pharmacie en français. C'est le terme qu'on traduit couramment par le médicament, si vous voulez. Mais en fait, tout le point, et c'est tout le sens du commentaire de Derrida, que Derrida fait de ce texte, tout le point, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas traduire ce terme grec, puisque en grec, il veut dire à la fois le remède et le poison, précisément. C'est pour ça que Platon l'utilise dans ce texte pour désigner l'écriture, pour dire, voilà, il y a une ambivalence intrinsèque de l'écriture qui est à la fois le remède et le poison. Et Jacques Derrida, qui commence ce texte dans les années 60, explique, voilà, ça c'est un terme, quand on le traduit, on le trahit, puisque si on traduit par remède, on ignore la dimension toxique, si on traduit par poison, on ignore la dimension potentiellement curative. Et donc, si vous voulez, Derrida, sa suite Bernard Stiegler, vont développer une approche pharmacologique de la technique en général, en élargissant à partir de la question de l'écriture, cette notion de pharmakon à toutes les techniques en général. Et cette approche pharmacologique, en fait, elle est vraiment le contraire, si vous voulez, elle est le contrepoint de l'approche transhumaniste, parce qu'elle consiste à dire tout simplement qu'il n'y a pas de pure augmentation technologique. Il n'y a rien qui peut purement et simplement nous augmenter. Tout ce qui nous augmente peut aussi nous diminuer. Voilà. Donc ça, c'est très important, ce qui veut dire aussi que le remède est dans le poison et le poison est dans le remède. On ne peut pas opposer clairement et séparer le poison et le remède. Et quand on croit s'augmenter, il faut toujours se demander ce qu'on est en train de perdre potentiellement. Donc ça, c'est là le premier point important de ce texte de Platon. Le deuxième point important, c'est aussi de bien se rendre compte que quand Platon déplore en quelque sorte, on pourrait dire, la perte des capacités mémorielles individuelles, c'est pas seulement un problème, disons, si vous voulez, qui se limite à l'individu qui va perdre ses capacités à retenir ou à se souvenir.
c'est un problème un peu plus large, parce que si les individus ne se souviennent plus des savoirs qui ont été extériorisés, s'ils ne font plus l'effort de remémoration par eux-mêmes, s'ils répètent bêtement les connaissances, eh bien en fait le problème c'est qu'ils ne les transforment plus, ils ne peuvent plus les faire évoluer. Donc le problème c'est pas seulement un problème individuel, c'est plutôt un problème aussi pour la culture collective. Et l'enjeu c'est comment la culture collective peut-elle continuer à évoluer s'il n'y a plus justement cette diversité d'interprétations individuelles, hein. D'autant que, donc c'est un problème plus collectif, c'est même un problème politique en fait pour Platon, puisque il y a dans la société grecque à cette époque des individus qui ont fait profession en quelque sorte d'apprendre toutes sortes de discours par cœur et de les transmettre voilà, aux citoyens et de se faire payer pour ça. Et ces individus, ce sont les sophistes. Et ce sont eux que Platon essaye de combattre, de critiquer à travers sa critique de l'écriture. Pourquoi ? Parce que sans l'écriture, si vous voulez, les sophistes n'auraient jamais pu apprendre toutes sortes de discours par cœur sans les comprendre. Or, ce que font les sophistes, c'est qu'ils sont capables de très bien parler, de s'exprimer de manière extrêmement persuasive et convaincante, sans comprendre ce qu'ils disent en fait, sans croire en ce qu'ils disent, sans accorder aucun crédit à leur discours. Mais simplement pour, disons, être rémunérés, on va dire, vendre leur savoir, qui sont devenus des marchandises, c'est ce qu'explique Platon dans le dialogue qui s'appelle le Sophiste, et puis par ailleurs, eh bien, tout simplement manipuler les esprits des citoyens. Le sophiste, en fait, peut défendre une thèse ou son contraire, ça n'a aucune importance pour lui, il n'est pas du tout à la recherche de la vérité. Il essaye simplement de prendre le contrôle, si vous voulez, des esprits de ceux à qui il s'adresse. Et donc, si vous voulez, le sophiste tente de se faire passer, en fait, pour le philosophe. C'est pour ça que sur la couverture du livre, vous avez ces deux ombres d'un chien et d'un loup. C'est pour illustrer le fait que durant tout le dialogue, en fait, il va s'agir de distinguer le sophiste du philosophe, et c'est extrêmement compliqué parce que le sophiste parvient justement très bien à simuler le philosophe. Et ça, c'est une propriété, une fonction du sophiste qu'il partage avec un dispositif comme ChatGPT, par exemple. C'est-à-dire que sa fonction principale, c'est de simuler, c'est d'imiter, si vous voulez. Il ne fait pas la même chose que le philosophe, mais par contre, il l'imite, il le simule, au point d'en être quasiment indissociable. Et c'est ce que fait, évidemment, un dispositif comme ChatGPT, qui imite, d'une certaine manière, le langage humain, on va dire, sans pour autant n'avoir aucun égard, évidemment, pour la signification, puisque ces logiciels, et je vais y revenir tout à l'heure, sont basés sur des calculs statistiques, sur des quantités massives de données. La signification des textes ou des images qu'ils produisent n'est évidemment jamais prise en compte. Ce sont des calculs probabilistes qui génèrent des suites de signes probables, je vais y revenir un petit peu, mais qui ne prennent pas en compte du tout la signification. Et pourtant, ils simulent parfaitement, évidemment, les capacités signifiantes des humains. Alors, quand on repart un petit peu de ces réflexions de Platon et qu'on essaye de se projeter maintenant dans le contexte contemporain, eh bien, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que on peut constater que les mêmes problèmes se posent en se transformant en même temps complètement. Mais disons que ça donne un cadre pour interroger ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles génératives, qui sont donc, comme je disais tout à l'heure, des nouveaux types de systèmes d'écriture et de langage automatisés. Donc, tout d'abord, dans le cas de ces dispositifs-là, si on reprend les interrogations de Platon, ce n'est plus seulement une extériorisation de la mémoire qui a lieu, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement notre capacité à retenir ou à nous souvenir que nous allons déléguer au support matériel. C'est avant tout la capacité à s'exprimer, nos capacités expressives, puisque quand on utilise ce type de dispositif, en fait, on abandonne en quelque sorte notre expression singulière et on passe une commande à un système algorithmique qui va générer à notre place un texte ou une image. Donc on ne va plus s'exprimer par nous-mêmes, pour reprendre l'expression de Platon, mais on va déléguer notre capacité expressive à un système algorithmique, de même que les citoyens grecs risquaient de déléguer leur capacité mémorielle à un support écrit. Il faut savoir que ces capacités expressives, elles se fondent évidemment sur des facultés, des capacités mentales, psychiques, intellectuelles, notamment, sans aller vraiment dans le détail, mais de manière très simple,
d'une part, la mémoire, premièrement, puisque pour s'exprimer, il faut évidemment se souvenir de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu, des expériences qu'on a vécues, etc. Et puis, deuxièmement, l'imagination, puisque quand on s'exprime, que ce soit, enfin, a fortiori à l'écrit, mais même à l'oral, on doit imaginer son destinataire, on doit imaginer la personne, les personnes, toujours fictionnelles, auxquelles on s'adresse. Donc, c'est très clair à l'écrit, ça, puisque quand on écrit, la personne, le destinataire est absent. Mais en fait, c'est le cas tout le temps. Même quand on parle à quelqu'un, on ne coïncide pas avec cette personne. Donc on est en permanence en train de le fictionner. Sans quoi, si on coïncidait avec lui, on n'aurait pas besoin de lui parler. On n'aurait même pas besoin de passer par la première médiation qu'est le langage. Donc il y a toujours de la mémoire et de l'imagination qui sont à l'œuvre dans nos activités d'expression. Et cette mémoire et cette imagination, donc d'une part, il y a un risque de perte de ces capacités, bien sûr, quand on va déléguer les activités expressives à des systèmes algorithmiques. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces capacités de mémoire ou d'expression, de mémoire ou d'imagination, pardon, ce sont des capacités qui sont très singulières. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une mémoire différente et donc imagine, projette différemment, si vous voulez. En fonction de nos souvenirs, nous n'avons pas évidemment les mêmes désirs et il n'y a pas deux personnes sur Terre, en quelque sorte, qui ont la même mémoire, parce que ils n'ont pas eu la même vie, tout simplement. Donc, ce sont des capacités très singulières. Et donc, c'est la raison pour laquelle je rappelle peut-être les réflexions de Hannah Arendt autour de la parole. Hannah Arendt explique qu'à chaque fois que quelqu'un parle, il y a ce qu'elle appelle l'agent qui parle se révèle dans sa parole. C'est-à-dire qu'il y a une révélation de la singularité de la personne qui s'exprime et de sa singularité qu'elle-même ne connaît pas, en fait. Donc, si vous voulez, c'est en parlant, la personne se révèle aux autres et elle se révèle à elle-même en même temps. Et elle se révèle dans sa singularité. Donc, la parole et a fortiori l'écriture, dans les sociétés humaines, on va dire dans les groupes humains, elle n'a pas seulement pour fonction de transmettre une information, ça va bien au-delà. Elle a pour fonction de révéler une singularité et de rendre possible, à partir de cette révélation des singularités, de faire collectif, en fait, tout simplement, de faire société. Elle a aussi pour fonction, la parole, l'écriture, le langage plus généralement, de faire passer les conflits sur un plan symbolique, sur un plan argumentatif, et donc, si vous voulez, d'éviter aussi un certain nombre de violences. En tout cas, quand on délègue donc ces facultés de parole ou d'écriture à des machines algorithmiques comme ChatGPT ou d'autres logiciels équivalents, eh bien, le problème, c'est que ces facultés très singulières que sont la mémoire et l'imagination sont en fait déléguées à des systèmes de calcul statistique qui sont donc des procédures uniformisées et standardisées. Donc là, peut-être que je peux revenir très rapidement sur le fonctionnement de ces machines qui, comme vous le savez sans doute, fonctionnent sur les mêmes principes, même si ce n'est pas les mêmes algorithmes, ce n'est pas les mêmes opérations, mais disons c'est les mêmes principes que les logiciels d'autocomplétion. C'est utile de faire cette comparaison parce que ça permet de donner une petite intuition du fonctionnement de ces dispositifs, même si on ne les comprend pas dans le détail, parce que c'est des mathématiques quand même très complexes. Moi-même, je ne suis pas vraiment une experte dans ce domaine, mais sans être expert, on peut quand même réfléchir au problème parce que c'est assez simple en réalité. Que fait un logiciel d'autocomplétion? Comme vous en avez sur vos téléphones portables, vous savez, qui vous aide qui assiste l'écriture de messages. Vous en avez aussi sur les moteurs de recherche. Quand vous commencez à chercher un mot, on vous indique on vous indique quoi en fait? On vous indique, donc vous avez l'impression que la machine a lu dans votre pensée et puis qu'elle a anticipé ce que vous vouliez dire. En fait non, ce qu'a fait le logiciel, c'est simplement qu'il a calculé toutes les requêtes qui ressemblaient à la vôtre et qui sont des requêtes passées, et à partir de ces calculs, il vous suggère la requête la plus probable. C'est-à-dire que là, pour reprendre l'exemple que vous voyez à l'écran, la plupart des gens qui commencent à chercher sur Google ou un autre moteur de recherche des apostrophes, complètent par recherche d'emploi. Bon, et peut-être que, donc, je ne sais pas, il y en a 90% qui complètent par recherche d'emploi, il y en a 10% qui complètent par recherche
de logement, enfin peu importe, vous voyez, mais le logiciel va calculer toutes les probabilités comme ça, hein, sur la base des données passées, et puis il va vous suggérer ce qui est le plus probable, évidemment, pour être le plus efficace possible, hein, bien sûr, mais aussi il va vous inciter ainsi, en fait, à vous conformer à ce qui est le plus probable, à ce qui est, si vous voulez, la moyenne, à ce qui est l'expression majoritaire. Et donc, les logiciels de type ChatGPT, font plus ou moins, bien sûr, la même chose, mais de manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus fine. Mais si vous voulez, quand ChatGPT vous apporte une réponse à une question que vous avez posée, en fait, il n'y a pas de compréhension de votre question ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'il calcule les suites de mots les plus probables à partir de chacun des signes de votre question, si vous voulez. Et en fonction de ce qu'il a calculé à chaque fois, il calcule le signe le plus probable qui vient ensuite. Donc, c'est des calculs de probabilité, en fait, très complexes, hein, mais pour une machine de ce type-là, il n'y a pas de mots en soi, il n'y a pas de syllabes, il n'y a pas de lettres, il y a simplement des suites de signes, en fait. Et il génère des suites très probables de signes. Et donc, si vous voulez, ce qui peut poser problème dans ce cas-là, hein, et on retrouve en fait un petit peu l'une des inquiétudes de Platon, c'est que ces calculs statistiques, en fait, ils prennent toujours en compte les expressions les plus probables. Ils vous suggèrent ce qui a le plus de chances d'arriver, en fait. Donc, ils renforcent de manière performative les moyennes. Ils renforcent de manière performative les expressions qui sont le plus souvent utilisées, si vous voulez. Toutes les expressions qui sont improbables, singulières, qui sont, on va dire, anormales, etc., en fait, les calculs statistiques ne les prennent pas en compte parce qu'elles sont très peu probables, si vous voulez. Donc, elles ne ressortent même pas dans les suggestions automatiques, hein, parce que ce serait complètement inefficace. Hein, si, par exemple, je ne sais pas, si une personne a fait une faute d'orthographe sur un réseau social ou dans un article de presse ou je ne sais quoi, et que la machine retenait cette faute et puis vous suggérez un mot mal orthographié, vous n'utiliserez même pas ces machines-là. Hein. Donc, si vous voulez, c'est inhérent à leur fonctionnement qu'elles s'appuient sur les moyennes et qu'elles renforcent performativement les moyennes. Or, donc, c'est la raison pour laquelle elles ont aussi un style, bien souvent, très standardisé, très uniformisé. Bon. Et puis, c'est la raison pour laquelle aussi, ça avait été beaucoup repéré au début. Maintenant, je pense que les choses se sont un peu arrangées de ce point de vue-là, mais je ne sais pas parce que je ne me suis pas renseignée assez précisément. Mais au début, vous savez, beaucoup de journalistes avaient remarqué qu'en fait, dans les textes, se reproduisaient des biais, voilà, des préjugés qui sont les préjugés dominants sur la toile. Hein. On le voyait aussi beaucoup dans les images, avec des images très stéréotypées qui reproduisent vraiment des clichés, en fait, tout simplement. Hein. Mais ça, c'est un résultat, tout simplement, du fonctionnement de ces dispositifs qui calculent des moyennes, encore une fois, donc qui reproduisent du probable. Or, on sait que dans tous les champs culturels, artistiques, scientifiques, etc., la nouveauté, le renouvellement, vient toujours de l'improbable, de ce qui est singulier, de ce qui est original, de ce qui est subversif. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des champs culturels, hein, quand un peintre produit un nouveau style, par exemple, de même en musique, quand un musicien produit un nouveau style, etc., un romancier, un philosophe, un mathématicien, bon, en général, il surprend un petit peu et puis il n'est pas toujours accepté. Parfois, il faut des années pour qu'on reconnaisse la nouveauté et l'apport, hein, d'une personnalité ou d'un groupe qui a produit une bifurcation dans un champ culturel. Donc, le problème, c'est qu'en éliminant systémiquement, si vous voulez, ces singularités, ces improbabilités, ces petits, ces écarts par rapport à la norme, en fait, ce type de machine risque de stériliser d'une certaine manière l'évolution de la culture. Hein. Et donc là, on rejoint vraiment l'une des inquiétudes de Platon, hein, sur la capacité, si vous voulez, pour la mémoire collective d'évoluer, de se renouveler, de se transformer. Hein. D'autant que les textes générés par ces dispositifs-là vont bien sûr devenir assez vite les textes les plus présents sur Internet, puisqu'ils sont produits de manière beaucoup plus rapide. Donc, ils vont eux-mêmes servir de base de données aux modèles de langage futurs.
qui vont donc s'appuyer sur des textes automatiques pour générer automatiquement des textes. Donc, si vous voulez, on a un processus d'uniformisation qui risque de devenir de plus en plus marqué et, et laisser de moins en moins de place, en fait, à l'avènement de la nouveauté. Hein. Et ça, c'est un problème plus général qu'on peut qualifier comme un problème d'entropie, c'est-à-dire qu'on est face à des systèmes techniques qui ne fonctionnent qu'à condition, si vous voulez, de détruire leurs conditions de possibilité, c'est-à-dire ce qui leur permet de fonctionner, à savoir les expressions nouvelles de tous les contributeurs qui ont alimenté le web, hein, sur lequel ils s'appuient pour entraîner leur gros modèle de langage. Toutes ces entreprises s'appuient sur tous les contenus qui ont été générés par des humains. Sauf que ces contenus générés par des humains, ils vont peu à peu être noyés par la masse de contenus automatiques, et donc on va générer de plus en plus de contenus automatiques qui n'auront de moins en moins de sens pour les humains, etc., etc. Autrement dit, c'est un système qui s'autodétruit lui-même, en fait, qui ne rend pas possible son renouvellement. C'est la définition, enfin c'est une définition qu'on peut donner un peu générale d'un système anthropique. Et donc, dernier point peut-être sur ce sujet, qui est l'enjeu politique qui est derrière tout ça, évidemment, c'est celui de la désinformation et de la... si vous voulez, de l'analogue du risque que Platon identifiait avec la sophistique. C'est-à-dire que comme ces textes sont produits, encore une fois, sur la base de calculs statistiques, ils ne font l'objet, évidemment, d'aucun processus de certification, d'aucun processus de réflexion, d'aucun processus de délibération, d'aucun processus d'interprétation. Donc, ils ne constituent ni des informations fiables, ni des savoirs certifiés. Autrement dit, ils constituent des textes, on peut continuer à les appeler des textes si on veut, on peut aussi les appeler des suites de signes probables, hein, je pense que c'est plus juste, mais qui en tout cas ne peuvent pas faire l'objet de crédit, ne peuvent pas faire l'objet de croyances. Et ça, c'est un gros problème évidemment, parce que comme ils vont se développer de plus en plus, hein, que ce soit dans le cas des textes ou dans le cas des images, eh bien de plus en plus les citoyens vont s'habituer en quelque sorte à savoir que les textes ou les images qu'ils reçoivent, eh bien, ils ne peuvent pas savoir s'ils ont fait l'objet d'un processus de certification par les pairs, par exemple, ou bien s'ils ont été tout simplement générés automatiquement par des algorithmes. Alors, certains disent, bon, très bien, ça va permettre de développer l'esprit critique. Mais en fait, c'est pas l'esprit critique, ça. C'est plutôt une sorte de doute ou de défiance généralisée. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ne peut pas croire en ce qu'on lit ou en ce qu'on voit, et donc on ne peut presque plus ni lire ni voir, parce qu'à chaque fois qu'on lit quelque chose, on adhère à ce qu'on lit. De même, quand on regarde une image, on adhère à l'image, si vous voulez. Donc le fait de mettre en péril cette croyance qui est un peu le point de départ quand même de la lecture du texte ou de l'image, eh bien, ça peut évidemment devenir très dangereux, en particulier à une époque qui est déjà, en fait, on va dire, très perturbée par le phénomène de la désinformation, de la circulation des fausses informations et des industries de la désinformation. Puisque non seulement grâce à ce type d'outils, on va pouvoir fabriquer toutes sortes de textes qui ressemblent beaucoup à des textes, on va dire, écrits par des humains, ou des images qui semblent très vraisemblables, donc qui sont indissociables. On ne peut plus dissocier, disons, le vrai du faux. Mais surtout, l'un des enjeux, c'est aussi que ces machines vont servir à alimenter des faux comptes. Et les faux comptes, vous savez que ils sont bien souvent mis au service de la circulation de fausses informations, hein, puisque si vous achetez un certain nombre de vues, vous pouvez faire circuler une information beaucoup plus vite, puisque les algorithmes de recommandation automatique dont vous parliez au début de la soirée, en fait, ont pour fonction, si vous voulez, d'amplifier les contenus qui sont les plus vus, les plus likés, les plus suivis. Donc il suffit en fait d'accumuler beaucoup de clics ou de vues sur un contenu pour qu'il soit amplifié automatiquement par les algorithmes de recommandation. Et pour cela, il faut évidemment des faux comptes pour le faire. Et ces systèmes d'IA générative vont permettre d'alimenter les faux comptes de manière presque industrielle, si vous voulez. Donc ça peut poser énormément de problèmes
à, disons, l'environnement informationnel qui est le nôtre aujourd'hui. C'est ce que décrivent notamment ces deux auteurs dans ce livre qui s'intitule La dictature des algorithmes. Alors, je voulais finir et peut-être que... Alors, je vais passer quelques images, voilà, parce que c'était beaucoup trop long. Alors, je vais quand même finir en disant une chose qui me semble importante et sur laquelle on va peut-être pouvoir revenir dans le cadre de la discussion. C'est que, en fait, tous ces problèmes que je viens d'évoquer ne sont pas liés à la question du numérique en tant que tel ou de l'intelligence artificielle en tant que telle. Tous ces problèmes, ils sont liés à certaines fonctionnalités technologiques et à certains modèles économiques qui se sont emparés en quelque sorte de ces technologies que sont le numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes, on va dire, hein, pour utiliser un terme plus neutre et plus juste. Mais il pourrait en aller tout à fait différemment. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que la perspective que j'essaye de défendre, et que j'essaye de défendre aussi dans les deux ouvrages, hein, Schizophrénie numérique et puis Le Capital que je ne suis pas, elle ne consiste pas du tout à dire, hein, et on est très clair là-dessus dans les deux livres, qu'il faudrait rejeter les technologies numériques, mais plutôt qu'il faudrait les transformer. Et les transformer en réfléchissant à des fonctionnalités technologiques et à des modèles économiques qui soient soutenables, justement, qui ne soient pas des modèles anthropiques qui automatisent, si vous voulez, qui court-circuitent les capacités humaines et puis qui sont fondés sur l'automatisation et la computation uniquement. Donc l'exemple le plus connu d'un modèle numérique complètement différent, c'est celui de la plateforme Wikipédia. Et j'insiste sur ce point parce que vous voyez qu'une plateforme comme Wikipédia, elle fonctionne selon des principes complètement différents qu'un logiciel comme ChatGPT. Pourquoi ? Parce que sur Wikipédia, les contributeurs sont censés pouvoir exprimer leur point de vue singulier, partager ces points de vue, les discuter, les mettre en rapport à travers des règles qui sont transparentes, et il y a un exercice de délibération collective qui est mis en œuvre, alors que vous voyez bien que dans ChatGPT, toutes ces étapes sont court-circuitées d'une certaine manière. L'humain, il est... on va dire, seulement en position d'entrée et de sortie du système. En fait, il devient un consommateur, si vous voulez, de texte. Il n'est plus contributeur. C'est ça la grande différence. Et évidemment, le modèle économique de Wikipédia n'a rien à voir avec celui de OpenAI, de l'entreprise qui a développé ChatGPT, hein, qui, encore une fois, hein, j'insiste, s'appuie sur toutes les données déposées par tous les contributeurs, y compris sur Wikipédia, mais aussi sur les réseaux sociaux, les articles de presse, etc., et entraîne ces modèles et effectue des calculs, si vous voulez, sur ces quantités massives de données, sans rétribuer ceux qui les ont produits, ces données. Hein. Et pourtant, sans ces données, ces modèles de langage ne pourraient pas du tout fonctionner. Hein. Ils ont besoin de quantités massives de données, sans quoi un ChatGPT entraîné sur ne serait-ce que sur un livre comme ça vaut vraiment pas grand-chose. Hein. Donc c'est performant parce que ça s'appuie sur toutes ces données, sans rémunérer évidemment les créateurs de ces données. Là où Wikipédia, hein, c'est l'inverse. L'idée, c'est que chacun contribue pour produire un commun et qui est un savoir certifié et on va dire, voilà, qui pose toutes sortes de problèmes aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire que Wikipédia est merveilleux, loin de là, mais il s'agit de dire que les individus peuvent croire dans les textes qui sont produits sur Wikipédia parce qu'il y a des processus d'interprétation, de réflexion, de délibération et de certification. Donc les textes qui sont produits sont crédibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les critiquer, bien sûr. Ça veut dire simplement qu'on peut croire en eux. Et donc à partir de ce moment-là, exercer un esprit critique, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est un... Et ça, Wikipédia, voilà, c'est un type de technologie qu'on peut qualifier de technologie contributive et herméneutique, et que le philosophe Bernard Stiegler appelait des technologies de l'esprit, c'est-à-dire des technologies qui permettent, si vous voulez, de faire se rencontrer les esprits, et non pas de court-circuiter les activités psychiques et collectives. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence, et c'est ça, cette idée-là, hein, des technologies contributives et herméneutiques, c'est-à-dire qui sont fondées sur le partage des savoirs et sur la rencontre des interprétations singulières, eh bien, en fait, il y a toutes sortes de technologies numériques de ce type-là qu'on peut développer. Je vous cite un dernier exemple et puis je m'arrête là. Par exemple, une plateforme de recommandation collaborative qui s'appelle Tournesol, qui a été qui est une association qui a été développée par le chercheur dont je vous ai cité l'ouvrage tout à l'heure, qui s'appelle Lee Nguyen Oang,
qui a pour but, cette plateforme, de permettre à différents individus, des citoyens si vous voulez, de voter pour des contenus qu'ils jugent pertinents selon un certain nombre de critères. Alors par exemple, parce qu'ils sont très pédagogiques, par exemple parce qu'ils évoquent des sujets qui sont trop peu évoqués, ou bien parce qu'ils sont sérieux. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de critères qui sont transparents, qui sont explicites, et en fonction de cela, vous avez des citoyens qui vont voter pour tel ou tel contenu, et puis l'algorithme, parce qu'il y a évidemment un algorithme, va faire la suggestion de contenu, mais basé sur des interprétations, sur des avis humains, vous voyez. Donc on a une articulation, en fait, exactement comme dans Wikipédia, entre les activités psychiques, les activités d'interprétation, de réflexion et de délibération humaine, et puis les algorithmes. Pour, en fait, pour faire quoi? Pour créer un service qui est véritablement intéressant, hein, puisque là, il s'agit précisément de lutter contre les algorithmes de recommandation automatique dont on parlait tout à l'heure, qui vous recommande toujours les vidéos les plus choquantes, les vidéos les plus sensationnelles, etc., pour que vous restiez sur la plateforme et pour que vous réagissiez de manière un petit peu compulsive. Comme ça, la plateforme capte votre attention, vos données, les renvoie à des publicitaires, etc., etc. Donc ça, c'est par exemple un type de dispositif qui est évidemment un type de dispositif numérique, un type de dispositif fondé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur des algorithmes qui posent plein de problèmes scientifiques et technologiques extrêmement intéressants. Et on pourrait imaginer qu'on en développe de tout type des dispositifs. On pourrait, sur ce modèle-là, hein, on pourrait très bien imaginer que le journal La Vie, par exemple, est un algorithme de recommandation qui, voilà, quand vous êtes sur tel ou tel réseau social, vous pouvez vous faire recommander vos contenus par le journal La Vie, par exemple. Et donc, là, vous avez, si vous voulez, un espace informationnel qui devient tout à fait différent. Parce que c'est plus seulement Twitter, c'est plus seulement Facebook, c'est plus seulement TikTok qui vous recommande les contenus. C'est une diversité. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'il y ait que l'algorithme du journal La Vie, même si vous aimez beaucoup le journal La Vie. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une diversité, si vous voulez, de systèmes de recommandation pour qu'on effectue une sorte de tri dans tous ces contenus qui vont être produits de manière de plus en plus massive et au sein desquels on risque de se perdre complètement si on ne développe pas justement ce type d'instrument contributif, herméneutique et collectif en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous propose qu'on... Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très riche et qui met en lumière vraiment de façon passionnante les risques liés à l'IA, mais aussi qui nous donne des pistes sur comment faire, sur la façon dont nous pourrions reprendre le contrôle. Moi, j'avais juste peut-être une petite remarque pour commencer au sujet de la position de consommateur que vous décriviez lorsque nous utilisons ChatGPT ou une autre IA générative de contenu. Il y a quand même la possibilité de corriger, c'est-à-dire de corriger la machine, de lui dire non quand elle nous dit quelque chose que l'on sait faux, de lui dire voilà, ChatGPT, tu t'es trompé, ce n'est pas ça du tout, et la machine nous répond et a l'air en tout cas de prendre en compte les corrections. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que, alors, deux choses peut-être. La première, c'est que tant qu'on est encore capable de corriger, tout va bien. Mais l'enjeu, si vous voulez, c'est que, comment dire, plus ces machines vont évoluer, plus on risque aussi de se prolétariser. C'est-à-dire que plus on va les laisser écrire à notre place, et moins on va être capable, si vous voulez, d'écrire. Alors c'est un nous très général qu'il faut prendre en envisageant un petit peu les générations à venir aussi. Hein. Par exemple, le logiciel d'autocomplétion qui me suggère de corriger mes fautes, bon, tant que j'ai appris moi-même la grammaire, l'orthographe, etc., en fait, il m'aide, hein, parce que je peux, si jamais je suis en désaccord avec la suggestion, je peux négocier. Mais de plus en plus, si j'avais pas eu tous ces apprentissages, si vous voulez, si j'étais née dans une société où on me dit que finalement, pourquoi apprendre à écrire, puisque les machines peuvent écrire à notre place, je suis plus capable de corriger la machine. Et on le voit très bien quand on travaille avec des étudiants qui peuvent être parfois en difficulté parce qu'ils n'ont pas forcément une maîtrise de la langue française très fluide. Ils vont bien sûr s'appuyer sur ces dispositifs et c'est très bien, tant mieux, parce que ça leur permet peut-être dans une certaine mesure de mieux s'exprimer. Mais on voit bien parfois dans les messages qu'ils envoient ou dans les textes qu'ils génèrent
qu'eux-mêmes n'ont rien compris à ce qui a été écrit par la machine, parce que sinon ils l'auraient corrigé, évidemment. Vous voyez ? Donc l'enjeu, c'est un petit peu comme si, comme avec les logiciels de traduction automatique, moi qui ai appris un peu d'anglais, je peux utiliser un logiciel de traduction automatique en anglais, parce que je suis capable de corriger, mais en allemand, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, parce que je ne serai pas capable de corriger la machine. Et là, on va être face à des phénomènes où même ceux qui ne peuvent pas corriger vont utiliser ces dispositifs. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que vous avez tout à fait raison quand vous disiez, on a quand même la possibilité de corriger la machine. Et c'est tout à fait vrai. Mais vous voyez, la question, c'est que nous devenons ce qui permet à la machine de mieux fonctionner. Donc, pour moi, il y a une sorte d'inversion aussi des rôles. Quand on regarde, par exemple, ce que fait un dispositif comme Wikipédia, il permet d'augmenter l'intelligence collective. Donc, il nous permet de partager des savoirs. Il nous permet de devenir plus intelligents collectivement, de produire du savoir ensemble. Là, c'est nous qui permettons à ce dispositif qui appartient à une entreprise privée de se perfectionner quand nous le corrigeons. Donc, voilà, je pense qu'en fait, si vous voulez, on peut voir les choses dans les deux sens. C'est vrai que nous avons quand même encore un rôle, nous passons une commande et puis nous corrigeons le résultat. Il n'est pas sûr que dans quelques années... Quelques années seulement ? Quelques générations ? C'est quoi, à votre avis, le Non, temps ? je sais pas, parce que je ne fais pas de prédiction, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'évolution, si vous voulez, des systèmes d'écriture, on se rend compte que depuis l'alphabet jusqu'à l'écriture informatique, on est passé de systèmes d'écriture qui avaient besoin d'un acte d'interprétation pour aller vers des systèmes d'écriture qui en ont de moins en moins besoin. Et on peut fictionner aujourd'hui le fait que, il y a une commande qui est passée quelque part, il y a un texte qui est généré par un gros modèle de langage, qui est envoyé à un autre gros modèle de langage, qui répond à ce texte-là, qui lui-même est envoyé à un autre gros modèle de langage qui répond. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, évidemment, bien sûr, ces machines vont pouvoir fonctionner bientôt entre elles en système fermé. Voilà, donc si vous voulez, tout l'enjeu, c'est toujours de se demander quelle est la place de l'interprétation qui est laissée dans le système. Et quand vous corrigez simplement les erreurs d'un texte, pour moi, la place de l'interprétation, elle est quand même très minimisée. Et ça me fait beaucoup penser aux réflexions, sur un tout autre sujet, encore une fois, mais c'est intéressant, je pense, de comparer aux réflexions de Marx au sujet de des machines-outils, en fait, et de l'automatisation des savoir-faire. Vous savez, Marx explique que l'ouvrier face à la machine-outil, finalement, son travail n'est plus la pratique d'un savoir-faire comme c'était le cas pour l'artisan, mais que son travail est devenu une besogne très monotone et très simple qui consiste à corriger la machine. Et là, c'est exactement la même logique pour moi. C'est vraiment un processus d'automatisation où l'humain devient de plus en plus extérieur et finalement n'a pour rôle que de corriger les erreurs. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses incroyables avec ces algorithmes et avec ces technologies-là. Mais voilà, quelle place on veut laisser à l'interprétation collective, quoi. D'accord. C'est ça, quand même. J'avais aussi une question sur la façon dont, aujourd'hui, déjà maintenant, l'IA, donc peut-être par l'intermédiaire de ces algorithmes de recommandation, ou même par le fait qu'elle produit comme ça des textes que l'on peut retrouver déjà publiés sur les réseaux sociaux, de quelle manière l'IA transforme aujourd'hui déjà nos relations sociales, notre façon d'agir et d'interagir entre nous. Et est-ce qu'il y a un lien entre l'émergence de ces outils génératifs et le fait qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un problème que les gens ont du mal à débattre, que les gens ont du mal à se parler, à échanger des arguments. Voilà. Est-ce que vous voyez un lien entre cela ? Alors, je spécule, parce que je n'ai pas de réponse vraiment exacte sur le sujet, mais il y a deux choses, je pense, qui sont importantes. La première, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, le fait de déléguer ses capacités d'expression à des dispositifs automatiques
c'est potentiellement un peu dangereux, étant donné que on va, en fait, quand on s'exprime, encore une fois, on pense. Enfin voilà, on ne pense pas dans nos têtes, hein, comme on le dit souvent, mais on pense toujours en s'exprimant, en écrivant, en parlant, en peignant, en dessinant, en jouant de la musique, enfin peu importe, mais c'est en s'exprimant en fait qu'on extériorise nos pensées. Donc le fait de déléguer ces capacités de parler, d'écrire à des automates, à mon avis, risque, si on prend en compte que les technologies, encore une fois, d'écriture et de langage ne sont pas de simples instruments, mais configurent la manière dont nous pensons, risque d'amoindrir en fait nos capacités à penser. Hein. Donc, a fortiori, à débattre, à réfléchir, à discuter collectivement. D'autant plus qu'il faut coupler ça avec l'avènement de ce qu'on appelle les agents conversationnels, c'est-à-dire en fait des dispositifs qui nous engagent à communiquer, communiquer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, en tout cas à interagir, à envoyer des informations et à en recevoir, donc encore une fois, à des automates computationnels qui vont générer des messages sur la base des messages précédents, donc qui sont adaptés, si vous voulez, à votre demande, puisqu'il s'agit toujours quand même, à la fin du processus, de vous vendre un service ou l'autre. Donc il s'agit en fait, pour ceux qui conçoivent ces dispositifs-là, de s'adapter à ce que vous avez envie de recevoir, de lire, etc. Et surtout, comme ce sont des calculs statistiques, encore une fois, ils ne peuvent que s'appuyer sur le passé, si vous voulez, et recombiner le passé de toutes sortes de manières, mais pas générer du nouveau. Et donc, les interactions avec ce type de dispositif-là, à mon avis, risquent d'habituer aussi à avoir une sorte de dialogue avec un reflet de soi-même, enfin une sorte de dispositif qui s'auto-adapte en permanence, là où, justement, quand vous faisiez allusion au débat, un vrai débat, c'est la rencontre avec une altérité radicale, c'est-à-dire avec quelque chose ou quelqu'un que je ne peux pas anticiper et qui ne s'adapte pas à mes attentes, justement, qui vient en permanence surprendre mes attentes, mais au sens fort, au sens où je suis dérangée et je suis obligée de me remettre moi-même en question et donc de m'individuer, de me transformer moi-même. Mais si ce qui m'est renvoyé en permanence, c'est, disons, un reflet de ce que j'ai moi-même envoyé auparavant, si vous voulez, il n'y a pas d'individuation possible, il n'y a pas de transformation de soi possible. On ne peut pas se laisser déranger et transformer par ce type de dispositif. Et puis, ça engage une certaine vision du rapport à l'autre aussi, c'est-à-dire un autre qui est toujours là, toujours présent, toujours adapté à mes désirs, à mes besoins, etc. Là où, justement, l'expérience de l'autre, c'est l'expérience d'une résistance par rapport à tout ça. Donc ça pourrait transformer complètement aussi nos rapports à l'autre. Moi, je parlais dans Schizophrénie numérique, justement, d'un processus d'automatisation de l'altérité. Et je crois que c'est quelque chose de potentiellement très dangereux. Le fait de s'habituer, encore une fois, à utiliser ce type de dispositif, ça va transformer aussi la manière dont nous allons nous rapporter à autrui. Donc voilà. Et puis, juste pour finir là-dessus, parce que c'est quand même le point fondamental, ce qui, ces dernières années, a rendu quasiment impossible l'exercice du débat public, c'est, encore une fois, le modèle économique des plateformes dominantes, des réseaux sociaux dominants, qui se fondent sur l'économie de l'attention, donc qui a pour principe de capter les attentions des utilisateurs, de les maintenir le plus longtemps possible connectés, de revendre ces attentions et ces données à des publicitaires pour les cibler. Et pour ce faire, ils utilisent une principale technique, qui est celle de la recommandation automatique de contenu, dont on a déjà parlé, qui consiste à recommander viralement, si vous voulez, des contenus qui sont les contenus les plus choquants, les plus sensationnels, les plus polarisants, et à faire réagir, si vous voulez, de manière impulsive les consommateurs, enfin les usagers, ceux qui constituent pour eux un marché, en réalité, un marché de conscience en quelque sorte. Et donc ça, c'est complètement antithétique à la prise de recul, à la nuance et à l'argumentation
qui est nécessaire à ce débat. C'est la raison pour laquelle la question de la recommandation collaborative de contenu est, à mon avis, fondamentale pour l'avenir, ainsi qu'une perspective qu'on défend au sein du Conseil national du numérique aujourd'hui, qui est celle du dégroupage des réseaux sociaux. Si vous voulez, pour le dire en un mot, c'est simplement l'idée qu'il s'agirait d'obliger la plupart des réseaux sociaux à renoncer à leur hégémonie sur la fonction de recommandation et à s'ouvrir à d'autres systèmes de recommandation, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur TikTok, etc., vous êtes obligé de vous faire recommander les contenus par Facebook, par Twitter ou par TikTok. Donc, ce qui est un gros problème pour l'espace numérique, ce qui fait que l'espace numérique n'est pas démocratique, parce qu'en fait, bien sûr, tout le monde peut s'exprimer, il n'y a pas de problème, tout le monde peut s'exprimer, mais ceux qui sont vus, si vous voulez, ce sont seulement peut-être 0,1% de ceux qui se sont exprimés. C'est ceux qui ont été choisis, entre guillemets, par ces algorithmes-là et qui ont été recommandés massivement. Donc il y a une impression d'horizontalité, mais une réalité de verticalité, si vous voulez. Et ceux qui gèrent la circulation d'informations aujourd'hui sur l'espace numérique, eh bien, ce sont des entreprises privées et leurs algorithmes ne sont même pas transparents. C'est ça. Donc, l'espace public numérique actuellement n'est pas un espace démocratique. Voilà. Et donc, il faut essayer de transformer ce problème en changeant justement la logique de la recommandation. Voilà. Justement, je voulais revenir sur la transparence et ce sera ma dernière question puisque je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans le public sur cette transparence et sur le fait que les citoyens ne comprennent rien. En fait, à part peut-être les informaticiens, les gens qui sont ce qu'on appelle des geeks, mais on utilise des outils que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le fonctionnement et voilà, vous écrivez, vous dites dans Schizophrénie numérique, les citoyens ont rarement les moyens de comprendre les technologies qu'ils utilisent quotidiennement, dont les fonctionnalités ont été conçues pour les empêcher de penser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et vous donner d'ailleurs un exemple sur le moteur de recherche qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait c'est facile de faire une recherche sur Google en mettant un terme, mais c'est compliqué de comprendre comment le référencement fonctionne et pourquoi ce résultat-là arrive en premier sur la première page de Google. Oui, tout à fait. Alors, je précise juste que quand je disais pour fonction de les empêcher de penser, je m'appuyais sur un livre qui a été écrit, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, excusez-moi, parce que j'ai des petits soucis de mémoire. C'est le Pharmacon, voilà. Mais qui est un designer, en fait, tout simplement, et qui a documenté quelque chose qui est très connu, c'est que plus c'est facile à utiliser, plus on va, disons... rester sur la plateforme, sur le service. Voilà. Et le titre, c'est Don't Make Me Think. Voilà. Don't Make Me Think. Approach to Web. Voilà. Donc Don't Make Me Think, c'est-à-dire l'idée, c'est de designer des interfaces qui requièrent le moins possible de réflexion, de compréhension, parce que comme ça, évidemment, les individus vont les utiliser de manière beaucoup plus facile. Sans avoir besoin d'aucune formation, sans avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne, et puis potentiellement vont devenir de plus en plus dépendants, puisque c'est très facile à utiliser. Donc voilà, vous voyez par exemple le ChatGPT, c'est typiquement l'exemple, c'est vraiment pas compliqué d'utiliser un outil de ce type-là, et donc ça rend très vite un petit peu accro aussi. Donc, donc j'ai oublié la question. Sur la transparence et sur l'incompréhension. L'incompréhension. Comment faire ? Là, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, on peut exiger, encore une fois, par le droit de certaines plateformes d'être plus transparentes et de donner aux citoyens des possibilités de paramétrage. Par exemple, vous avez des réseaux sociaux aujourd'hui, comme Mastodon, Mastodon en l'occurrence, et puis Blue Sky aussi, je crois, qui permettent aux individus, alors c'est très individualisé au jour d'aujourd'hui, de paramétrer les systèmes de recommandation. Par exemple, de dire, moi je voudrais qu'on me recommande plutôt ce type de contenu, plutôt celui-là, etc. Et donc vous voyez, vous avez du coup une possibilité de transparence qui n'est pas la même que dans le cas de TikTok ou Facebook, où là vous ne décidez rien, si vous voulez.
on décide à votre place ce que vous avez envie de voir d'une certaine manière. Mais donc vous n'avez pas même de visibilité sur le fait qu'il s'agit d'une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit quand même d'un algorithme qui fonctionne selon certains critères. Ouais. Si tout d'un coup on vous laisse la possibilité de choisir les critères, vous allez comprendre qu'en fait il y a des critères. Vous voyez, même si vous ne savez pas quels critères choisir. Mais donc il y a toute une réflexion à avoir aussi sur comment visibiliser les processus qui sont à l'œuvre dans les interfaces même. C'est tout à fait possible en réalité. Donc ça, c'est très intéressant soit d'essayer de réfléchir comment juridiquement on peut obliger ces plateformes à donner un droit au paramétrage aux utilisateurs. Par exemple, nous, c'est ce qu'on avait recommandé dans un des rapports du Conseil national du numérique sur l'économie de l'attention. Ou bien, voilà, donc ou bien, hein, encore une fois, quand on reprend l'exemple de la plateforme Tournesol, comment développer des dispositifs qui impliquent le citoyen dans on va dire au niveau très fondamental de la conception même et du fonctionnement même de l'algorithme. Après, la deuxième chose importante, c'est la question de l'éducation aussi à ces nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on hérite d'un système scolaire, en fait, dans lequel la technique ou la technologie prend très peu de place et surtout, elle a souvent été réduite, en fait, à une affaire soit d'équipement technique, donc on va mettre des tablettes partout et puis personne ne va les utiliser, mais bon, voilà, on aura l'impression d'être un petit peu moderne, ou bien on va enseigner le code, par exemple. Donc, question de compétences techniques. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. On recommandait aussi dans un des rapports du Conseil national du numérique d'intégrer l'enseignement de l'histoire des techniques, de l'anthropologie des techniques dans les programmes scolaires, depuis la primaire jusqu'à la terminale, au sens où vous pouvez très bien apprendre ce que c'est qu'un algorithme sans avoir d'écran, de tablette ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez très bien connaître l'histoire de l'informatique et donc, quand vous voyez arriver quelque chose comme ChatGPT, vous ne devenez pas complètement fou. Vous vous dites tout simplement que c'est, si vous voulez, une accélération des puissances de calcul, une accélération des masses de données, une transformation aussi du point de vue matériel, hein, on va dire la possibilité de stocker beaucoup plus de données sur de beaucoup plus petits espaces. Donc vous avez conscience en fait de tous les progrès, on va dire entre guillemets, hein, disons plutôt les avancées, parce que c'est pas nécessairement des progrès. Justement, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait il n'y a pas de progrès vraiment scientifique ou technologique intéressant, mais vous pouvez comprendre en fait comment on en est arrivé là d'une certaine manière. Et ce recul historique et cette compréhension du fonctionnement des outils, en fait, il faut qu'elle fasse l'objet, il faut qu'il fasse l'objet d'un enseignement, d'une éducation, et de même pour l'éducation aux médias aujourd'hui. Hein. L'école a été fondée, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, disons l'instruction publique et obligatoire en France, a été fondée dans un milieu médiatique qui était le milieu de l'imprimé, de la presse, du livre. Aujourd'hui, ce milieu médiatique a complètement changé. Donc, si vous voulez, si on a appris à lire et à écrire, c'est avant tout... Pourquoi est-ce qu'on a appris à lire et à écrire? Parce que si vous apprenez à écrire, déjà, quand vous apprenez à lire, vous êtes un peu obligé d'apprendre à écrire. Et de même, quand vous apprenez à écrire, vous êtes un peu obligé d'apprendre à lire. C'est important. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Mais surtout, le fait d'apprendre à lire et à écrire vous permet de recevoir un contenu informationnel lettré, on va dire, de manière critique. Parce que vous avez appris la technique de production du texte. Donc, quand vous recevez un texte, vous avez appris un petit peu la grammaire, vous avez appris les techniques d'argumentation, vous avez appris, vous avez quelques notions. Donc, même si vous n'êtes pas vous-même écrivain ou journaliste, quand vous recevez un texte, vous savez un petit peu comment il a été produit. Donc, si par exemple, vous voyez qu'il y a... qu'on vous annonce au début qu'on va vous dire quelque chose, puis qu'à la fin, on vous a dit tout le contraire, vous dites, il y a un problème, c'est pas cohérent, c'est pas argumenté, vous n'êtes pas convaincu, vous regardez de manière critique, parce que vous avez appris la technique qui permet de produire ce type de support symbolique, on va dire. Dans le cas de la télévision, par exemple, vous voyez des images à la télévision tous les jours, vous n'avez jamais appris à produire une image télévisuelle. Et la grande différence entre la lecture et la télévision, c'est que le texte, pour le lire, il faut quand même avoir un tout petit peu appris à écrire. L'image de télévision, pour la voir, pour la recevoir, c'est pas la peine d'avoir appris à monter une émission de télévision. Donc, si vous voulez, c'est ce que Bernard Stiegler décrit comme la misère symbolique, c'est-à-dire que vous êtes face
à on va dire des symboles que vous n'avez pas la possibilité de produire en fait. Donc vous ne pouvez que consommer ces symboles. Et chacun sait que si par exemple vous faites un stage dans, je ne sais pas, une chaîne de télévision, que vous comprenez comment une émission de télévision est montée, comment elle est fabriquée, elle est produite, eh bien en fait vous allez regarder ensuite la télévision tout à fait différemment, vous voyez. Donc là on a affaire encore à une nouvelle phase, disons, de l'évolution de l'espace médiatique avec le numérique, et l'éducation aux médias devient fondamentale pour que les jeunes générations comprennent comment l'information est produite, comment elle circule, etc., etc. Et qui s'entraînent aussi à en produire eux pour changer leur regard critique, vous voyez. Parce que sinon, si on n'a aucune idée de la manière dont fonctionnent les algorithmes de recommandation, par exemple, et qu'on n'a aucune idée de la manière dont les intelligences artificielles génératives peuvent générer du texte ou générer des images, en fait, on est complètement dépossédé de la capacité de recevoir de manière critique ces textes ou ces images. Donc là, il y a des gros enjeux aussi autour de l'éducation. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Ouais, là. Merci. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi j'ai une question sur le prompting. On dit que c'est un métier d'avenir, donc aujourd'hui il n'existe pas de formation, mais si je l'ai bien compris, c'est apprendre à interroger l'IA générative pour en faire sortir les meilleurs résultats. Mais au vu de ce que vous dites, est-ce que finalement c'est un métier amoral, puisque finalement on entraîne, on devient ce qui permet à la machine de fonctionner? Je dirais pas amoral. Non, parce que je veux pas poser de jugement de valeur sur tous ces phénomènes. En réalité, disons que comment dire? Bien sûr, ces dispositifs vont se développer et vont devenir dominants dans toutes sortes de sphères professionnelles. Donc, il sera sans doute utile d'être capable de bien les utiliser, vous voyez, enfin, bien les utiliser. De les utiliser de manière à ce qu'ils produisent ce qu'on attend d'eux. Donc, en ce sens, si vous voulez, pour moi, les formations peut-être à venir sur le prompting, justement, c'est des formations qui ont vocation à nous adapter, en quelque sorte, à cette nouvelle situation technologique. Bon, moi, ma question, c'est comment est-ce que nous pourrions l'adopter, cette nouvelle situation technologique? Vous voyez, encore une fois, c'est le philosophe Bernard Stiegler qui fait cette distinction entre adaptation et adoption, c'est-à-dire, bien sûr, nous pouvons nous adapter, donc apprendre à utiliser correctement ce type de dispositif. Bon, et donc, nous apprendrons à prompter comme nous avons appris à écrire des mails ou à faire une recherche sur un moteur de recherche, etc., etc. Mais si vous voulez, moi j'insiste sur les risques de perte pour essayer comment dire, de permettre à ceux qui en sont capables d'imaginer des alternatives en fait, d'imaginer des technologies qui soient plus intéressantes et qui nous permettent justement on va dire, de développer de nouveaux savoirs. Pour moi, le savoir prompter, bon, j'ai envie de dire, c'est un savoir adaptatif, donc il n'est pas inutile et je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes aussi avec ces dispositifs-là, mais encore une fois, il nous laisse complètement à l'extérieur de la machine, quoi. Il ne requiert aucune compréhension du fonctionnement technique. Évidemment, il ne permet pas non plus de critiquer le modèle économique, il ne permet pas non plus de critiquer les enjeux politiques, donc voilà, disons que je ne sais pas si c'est amoral, mais en tout cas, je pense que c'est on va dire que ça va dans le sens de l'adaptation et pas de l'adoption, quoi. Alors, il y a une question sur le chat qui revient un petit peu en arrière sur ce que vous disiez à propos de l'éducation.
Et voilà, l'IA aujourd'hui a vraiment bouleversé aussi l'école et les enseignants qui se retrouvent aujourd'hui. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire que enseignant, il ne donnait plus de travail à faire à ses élèves à la maison parce que les élèves étaient trop tentés de faire travailler ChatGPT et que voilà. Voilà, quel conseil vous donneriez aux enseignants, et ça c'est la question du chat, aux élèves, aux étudiants qui sont nécessairement confrontés à des tentations, mais qui sont aussi capables de faire des choix éclairés? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Donc déjà, première chose, tout simplement, de faire réfléchir aussi les étudiants là-dessus, notamment, encore une fois, en essayant de dépasser un tout petit peu la perspective de l'outil, quoi. En disant, bon, ce ne sont pas que des outils, en fait, c'est vous aussi qui êtes au service de ces machines, hein. Vous êtes des éléments qui permettent à ces dispositifs de fonctionner. Donc réfléchissons un petit peu au modèle économique, réfléchissons un petit peu aux enjeux politiques, réfléchissons un petit peu à ce que vous représentez, par exemple, pour ces entreprises qui sont valorisées à je ne sais combien de dollars, etc. C'est-à-dire, en fait, voilà, je pense que c'est bien de montrer aussi aux étudiants qui sont des futurs citoyens qu'en fait, ils n'ont pas simplement un outil pratique entre les doigts qui leur permet de faire une copie. C'est un système technique, c'est un réseau technologique dont ils font partie, dont ils constituent en fait des éléments et des ressources, et que c'est intéressant de leur faire prendre du recul par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que... alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a la première possibilité qui est évidemment de changer un petit peu les exercices pour toujours, encore une fois, hein, la question, c'est toujours les rapports entre calcul et interprétation. Donc, pour donner des exercices qui requièrent nécessairement des actes d'interprétation. Donc, ça va être, par exemple, je ne sais pas si c'est fonctionnel encore à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il faut renouveler tout le temps maintenant, mais par exemple, au début, hein, on donne un sujet de dissertation en philo, par exemple. Vous pouvez demander à des étudiants, générez-moi une dissertation, deux dissertations avec ChatGPT, et puis faites-moi un commentaire critique pour me dire quelle est la meilleure, qu'est-ce qui ne va pas, comment vous pouvez dépasser ça, etc. etc. On intègre en intégrant par exemple l'outil, mais si vous voulez, en demandant quelque chose que l'outil ne peut pas faire. Pour aussi leur faire prendre conscience, voilà. Je pense que ChatGPT peut le faire. Voilà, alors maintenant ChatGPT peut sans doute le faire, c'est pour ça que je dis il faut renouveler en permanence, mais ça peut être aussi, je sais pas, l'objet d'un exposé oral, par exemple, et c'est vrai que sans doute que la tentation va être très grande pour les étudiants en particulier qui sont en difficulté, de se reporter là-dessus. Et à mon avis, c'est très dangereux parce que, en fait, encore une fois, hein, c'est à double tranchant. Donc, plus ils s'appuient là-dessus et plus ils deviennent dépendants et plus ils perdent aussi leur capacité. Donc, moi, je serais effectivement assez prudente avec l'usage de ces outils et effectivement, les examens oraux ou sur table, etc., à mon avis, vont devenir de plus en plus fondamentaux. Mais l'enjeu, en fait, c'est encore une fois, c'est aussi de leur expliquer que si vous voulez, il faut quand même qu'ils continuent à apprendre et à s'exercer. Et ça, c'est la responsabilité des enseignants. Donc, si on doit faire des examens oraux ou des examens sur table pour qu'ils continuent à s'exercer et à apprendre, eh bien, on doit le faire, je veux dire. Parce que, si vous voulez, moi, je disais beaucoup à des étudiants, c'est un petit peu comme si donc vous êtes en philosophie, vous vous reposez sur ces machines-là pendant 1 an, et puis ensuite vous passez votre examen à la fin de l'année. C'est un petit peu comme si vous vouliez en fait devenir un champion de football, et que pendant toute l'année c'était un robot qui allait s'entraîner à votre place sur le terrain, et à la fin de l'année vous faites le match. Vous n'êtes pas bon, hein, parce que vous n'avez eu aucun entraînement. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. Le cerveau, c'est un muscle. Toutes ces capacités, en fait, ce sont encore une fois ce qu'on appelle les capacités intellectuelles ou capacités mentales. En fait, ce sont des techniques du corps, hein. Comment on tient son stylo, comment on écrit, comment on lit, etc. Est-ce qu'on est capable de rester assis sur une chaise pendant une journée à écouter quelqu'un, par exemple, ce genre de choses. Donc, il faut s'entraîner.
pour que ces capacités se développent. Voilà, donc moi pour l'instant je suis vraiment très très prudente à l'égard de ces dispositifs-là. Je sais qu'il y a des enseignants qui arrivent à beaucoup mieux les intégrer dans leur pratique. Je pense que ça dépend aussi des disciplines. Mais encore une fois, je crois qu'on n'aide vraiment pas les enseignants quand on laisse se développer ce type d'outils de manière extrêmement rapide, sans avoir aucune réflexion collective sur ce sujet, ni par les citoyens, ni par les experts, ni par les représentants politiques, pardon. Et simplement pour les plus grands profits de quelques acteurs privés dont l'éducation des citoyens n'est vraiment pas la préoccupation principale, quoi. Donc je crois qu'il faut voilà, être très prudent là-dessus. On va prendre une question dans la salle. C'est une bonne question. Je m'interroge, bonsoir, je m'interroge à l'issue de votre exposé sur le fait que j'ai le sentiment de rester un peu sur ma faim. C'est-à-dire, parce que vous avez parlé de termes quand même qui sont un petit peu, comment dirais-je, repoussants. Vous avez parlé de prolétarisation, vous avez parlé de verticalité, de fausse horizontalité. Et donc, que faut-il retenir finalement? Alors, les enjeux, je suppose quels sont-ils? Donc, je reste un peu sur ma faim parce que je ne critique pas du tout le contenu de votre exposé, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait dans quelle direction allons-nous et comment vous parlez des contrôles, enfin de certaines formes de contrôle, mais quelle forme de contrôle précisément, vous voyez? Et quand on pense au système éducatif français qui commence à être en faillite, enfin, me semble-t-il, je suis enseignant-chercheur à Paris 8, entre parenthèses, mais on peut s'interroger, si vous voulez, sur les raisons d'être, si vous voulez, de cette IA, voyez-vous. Donc, voilà. Les raisons d'être, elles sont nombreuses. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Pour moi, si vous voulez, l'enjeu principal, en fait, c'est de développer des systèmes qui ne fonctionnent pas sur le seul modèle du calcul automatisé et qui ne fonctionnent pas sur le seul principe de la simulation ou de l'imitation des capacités humaines. Parce que, si vous voulez, ça, c'est un modèle technologique qui, à mon avis, est très toxique. En fait, on va développer toutes sortes de dispositifs qui sont censés simuler, imiter, mais pourquoi, finalement? Pour remplacer. Et l'enjeu, pour moi, et ça, c'est des questions qui ont été développées dès l'origine de la cybernétique et des recherches en intelligence artificielle, c'est d'inventer des outils qui soient dédiés, si vous voulez, au partage des savoirs et à la mise en relation des esprits, et non pas à l'imitation des capacités individuelles, si vous voulez. Donc c'est de changer complètement, en fait, le paradigme des technologies actuelles en imaginant, en se demandant comment en faire des supports d'intelligence collective, justement. Et les deux exemples que j'ai donnés de Wikipédia et de Tournesol sont typiquement des technologies qui fonctionnent complètement différemment de ce qu'on nous vend aujourd'hui comme des grandes innovations, qui en fait ne sont pas des innovations, ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue technologique, et certainement pas d'un point de vue social ou politique, puisqu'en plus, écologiquement, c'est désastreux. Donc, vous voyez l'enjeu. Alors, peut-être que, bon, faudrait que je revienne un peu plus précisément sur ces questions, mais je vous invite à regarder les livres pour ça. L'enjeu, si vous voulez, c'est d'imaginer des dispositifs technologiques numériques qui s'appuient aussi sur des algorithmes, mais qui soient mis au service des esprits individuels et collectifs, si vous voulez, et non pas de leur automatisation ou de leur court-circuit. Et les universités, les enseignants ont un rôle à jouer aussi là-dedans, dans cette réflexion, puisque voilà, vous pouvez très bien vous demander, en fonction de votre discipline, quel serait le type de dispositif technologique qui pourrait être vraiment utile, vous voyez. Mais ça, c'est pas un entrepreneur qui peut le décider pour toute la planète, en fait. Ce sont des professionnels dans différents secteurs qui peuvent s'interroger et qui peuvent se regrouper et bien sûr s'allier avec ensuite des concepteurs, des ingénieurs, des informaticiens pour imaginer des choses qui soient intéressantes pour eux. Alors après, il y a aussi toutes sortes de leviers au niveau juridique, au niveau de la loi à mettre en place pour limiter les effets peut-être
très dangereux à très court terme de certaines technologies. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous invite aussi à regarder les rapports qu'on publie dans le cadre du Conseil national du numérique, dans lesquels on fait beaucoup de recommandations à ces sujets. C'est un peu difficile de tout déplier comme ça rapidement. Voilà. Il y a une question dans le chat qui pourrait compléter justement sur le côté réglementation. Donc il y a cette fameuse réglementation européenne qui vient d'être adoptée par les instances européennes, l'AI Act. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'est pas dangereux, par exemple, de classer les deepfakes parmi les technologies les moins dangereuses dans la classification choisie? Alors, moi, je n'ai pas assez étudié la réglementation en question pour avoir un avis très clair là-dessus, donc je ne pourrais pas répondre. Mais par contre, effectivement, il y avait tout un débat, si vous voulez, sur le fait de savoir si ce qu'on appelle, nous, couramment les intelligences artificielles génératives, pouvaient être considérées ou non comme des systèmes à haut risque, sachant que ce sont les systèmes à haut risque qui vont être soumis à un certain nombre de réglementations. Et en fait, les IA génératives que nous utilisons quotidiennement ne sont pas classées parmi ces systèmes, si j'ai bien compris, parce qu'elles ne concernent pas les secteurs clés qui sont ceux de la sécurité, de la surveillance, je crois, et puis peut-être de la santé aussi. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de... Et donc, de mon point de vue, mais encore une fois, c'est très superficiel parce que je n'ai pas regardé assez dans le détail la réglementation. Si vous voulez, les enjeux que j'ai essayé de pointer tout à l'heure, donc à la fois en termes de prolétarisation, vous avez repris ce terme, et aussi en termes de désinformation, ne sont pas pris en compte à la bonne... disons... Le texte n'est pas à la hauteur, à mon avis, de ces enjeux-là, si vous voulez. Parce que ça, ce sont vraiment des enjeux qui concernent les environnements informationnels numériques, donc l'espace public, si vous voulez. Et par exemple, vous voyez, c'est aussi des réflexions que je développe un peu plus précisément avec le Conseil national du numérique, mais vous voyez, par exemple... lorsque les technologies analogiques se sont développées, donc la télévision notamment, il y a eu un service public audiovisuel qui s'est développé. Pour garantir quoi? Pour garantir le fait que ce ne soit pas que des chaînes privées qui soient fondées sur l'économie de l'attention qui occupent, si vous voulez, tout l'espace médiatique. Vous voyez, donc il y avait une mission de service audiovisuel public qui était confiée à certaines chaînes, etc. etc. Dans le cas des télécommunications, il y a des réglementations aussi qui ont vu le jour afin de faire en sorte que plusieurs opérateurs téléphoniques soient possibles, qu'il n'y ait pas un seul opérateur téléphonique qui soit en position de monopole. Tout ça, c'est des réglementations, si vous voulez. Ça ne tombe pas du ciel. Les technologies ne sont pas nées comme ça, si vous voulez, avec d'un côté des chaînes privées et puis d'un côté un service public, différents opérateurs téléphoniques. Non. Donc, pour moi, on a un effort analogue à faire pour l'espace public numérique aujourd'hui, en œuvrant justement pour le dégroupage des réseaux sociaux, donc pour faire en sorte qu'on n'ait pas simplement des acteurs qui sont en position de monopole, et puis pour développer des systèmes de recommandation alternatifs, encore une fois, c'est-à-dire pour que les contenus, si vous voulez, ne soient pas recommandés que par trois grands acteurs économiques qui en plus ont intérêt à recommander certains types de contenus, vous voyez. Donc là, encore une fois, je vous renvoie aux travaux qu'on publie sur le site du Conseil national du numérique, parce que tout ça est explicité en détail. Donc voilà, ça c'est, disons que... Mais c'est quoi? C'est un service public du numérique, de l'IA que vous appelez de vos voeux? Alors, je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas transposer comme ça, vous voyez, d'une technologie à l'autre. C'est trop facile en quelque sorte. Vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un peu plus subtil, mais disons que l'enjeu, c'est de permettre une diversification des systèmes de recommandation. Voilà, ça c'est l'enjeu principal. Ensuite, ça passe par des leviers juridiques, donc réglementaires, et puis ça passe aussi par des innovations technologiques, parce qu'il faut les créer, ces systèmes de recommandation alternatifs aussi, vous voyez. Donc voilà, tout ça c'est vraiment bien développé. Encore une fois, je vous renvoie à une note qui s'appelle « Assurer nos libertés à l'épreuve à l'ère de l'intelligence artificielle », qui a été publiée récemment sur le site du Conseil national du numérique, et qui fait des propositions
qui ne sont pas dans l'IA Act et qui, à mon avis, seraient nécessaires en plus. Mais comme je viens de le dire, ce sont sur des sujets un petit peu différents. Parce que là, on considère l'intelligence artificielle en tant qu'elle est, on va dire, en tant qu'elle configure la circulation de l'information en ligne. Et on s'intéresse vraiment au numérique comme un support de mémoire, un support de savoir, un support d'information. Vous voyez, ce qui n'est pas vraiment la perspective qui est prise dans la réglementation actuelle. Ok. Une question dans la salle. Oui, c'était un geste. Il y a plusieurs questions encore sur le chat, notamment sur les métiers qui seront impactés par l'IA, et notamment par l'IA générative, mais je pense que par les autres types d'IA également. Voilà, vous avez une petite idée de ces métiers qui devraient disparaître dans les années qui viennent, là, ou se transformer, s'adapter, on va dire. En fait, le point, si vous voulez, c'est juste d'essayer de comprendre le processus. C'est que, en fait, donc, à chaque vague d'automatisation, vous avez un phénomène donc, de prolétarisation, c'est-à-dire d'extériorisation d'un certain type de savoir dans des dispositifs techniques. Donc des savoirs qui étaient auparavant pratiqués par des individus vivants transmis de génération en génération vont être extériorisés sous forme de procédures automatisées. Et donc ceux qui exerçaient, qui pratiquaient, qui transmettaient ces savoirs auparavant, d'une certaine manière, vont se retrouver dans une position dans laquelle des automates peuvent faire ce qu'ils faisaient à leur place. Sauf que l'automate, comme j'ai essayé de l'expliquer depuis le début, ne fait jamais la même chose en réalité, puisqu'il n'y a plus d'interprétation, si vous voulez, qui est à l'œuvre. Donc le savoir ne peut plus évoluer. Donc on dit qu'on nous remplace, en réalité on ne remplace pas, on automatise, c'est-à-dire qu'on transforme un savoir vivant en une procédure formalisée, implémentée dans un dispositif technique. Donc quand vous regardez ce qui s'est passé avec donc, les machines-outils dont je parlais tout à l'heure, avec la révolution industrielle, les usines, on a très clairement une extériorisation des savoir-faire et une automatisation des savoir-faire, et donc une prolétarisation des savoir-faire, c'est-à-dire une perte de la pratique des savoir-faire extériorisés dans les machines. Aujourd'hui, avec le numérique, ce ne sont plus les savoir-faire qui sont extériorisés dans des machines mécaniques, ce sont des savoirs pensés qui sont extériorisés dans des machines algorithmiques. Mais encore une fois, c'est toujours la même idée, c'est que quand vous extériorisez ce type de savoir dans des machines algorithmiques, en fait, vous remplacez quelque chose qui relève de l'interprétation par un processus de calcul. Et donc, vous perdez, si vous voulez, tout ce qui est singulier, en fait, et tout ce qui permet le renouvellement de ce savoir. Donc, c'est à ça qu'il faut vraiment veiller. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est à une phase de l'automatisation numérique qui permet à la fois, l'automatisation d'un certain nombre de savoir-faire, l'automatisation d'un certain nombre de savoir-penser, donc savoir écrire, savoir parler, et puis, je ne sais pas, toutes sortes d'autres métiers, mais l'enjeu, c'est que, c'est de se demander ce qu'on perd quand on remplace ces métiers-là par des automates, en fait, parce qu'on ne fait plus la même chose, quoi, voilà. Donc, moi, je ne voudrais pas me risquer dans des prédictions, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, mais ça, c'est une banalité de le dire maintenant, ce ne sont plus seulement les métiers soi-disant manuels ou techniques qui sont menacés par l'automatisation, mais ce sont aussi des métiers intellectuels ou cognitifs, voilà, mais ça, et y compris les journalistes, les enseignants. Mais encore une fois, la question c'est, peut-on, à quel prix peut-on remplacer, si vous voulez, ces métiers? Vous voyez, par exemple, on a bien sûr remplacé les artisans par des ouvriers, on a produit beaucoup plus de marchandises de manière beaucoup plus rapide, des marchandises de plus en plus uniformisées, mais on a eu besoin pour ça de s'appuyer sur l'exploitation de toutes sortes de ressources naturelles, naturelles qui aujourd'hui nous manquent, et on est face à une situation de crise écologique. Donc la question, c'est la soutenabilité de l'automatisation. Vous voyez, c'est pas de se dire qui sera remplacé ou qui sera pas remplacé. C'est là, il faut remplacer une question de fait par une question de droit, parce que sinon, si vous voulez,
on risque d'acter à l'avance un processus qui est très dangereux. Donc la question, c'est que vous pouvez remplacer et simuler tout ce que vous voulez, mais l'enjeu, c'est à quel prix, en fait, hein. Et aujourd'hui, on sait que des machines comme ChatGPT, non seulement écologiquement, c'est une catastrophe. Vous savez que depuis que Microsoft développe ça, depuis que Google développe ça, leur coût, enfin leur consommation d'eau a énormément augmenté. J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais que de l'eau, c'est une ressource qui devient très rare maintenant. On va en manquer dans les années qui viennent. Ça a posé un certain nombre de problèmes quand des data centers de Microsoft ou de Google ont voulu s'installer, non, de Meta, excusez-moi, et de Google ont voulu s'installer en Uruguay ou en Espagne, et que ces data centers requièrent beaucoup d'eau pour les systèmes de refroidissement. Donc que les habitants qui vivent dans les villes environnantes ont protesté, hein, puisque l'eau qui alimente le réseau urbain allait être, on va dire, appropriée pour alimenter le système de refroidissement des data centers. Donc, bien sûr, on peut automatiser toutes sortes de métiers, à condition d'installer des data centers, à condition de priver des habitants d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que voilà, la question du remplacement des métiers, elle doit être toujours remise dans un contexte plus large. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette conférence. Voilà, merci beaucoup. C'était passionnant. La réflexion, je vous encourage vraiment à lire donc Schizophrénie numérique, voilà, et Le Capital que je ne suis pas. Ces 2 livres sont en vente à la sortie de l'auditorium, et voilà, Anna Lambert peut même faire quelques dédicaces si vous le voulez. Et puis je voulais vous informer aussi que nous venons de publier donc un hors-série sur Alan Turing, qui est donc le célèbre mathématicien qui est un peu à l'origine de toute cette histoire de l'intelligence, un des pionniers de l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. C'était vraiment... C'est la prochaine conférence, donc un tout autre sujet. Il s'agit donc d'une conférence de Philippe Grandcolas, ou Grandcolas, je ne sais pas, directeur de recherche au CNRS, sur les insectes, sont-ils vraiment nécessaires? Bonne question, mais un peu provocatrice. Et autre chose. Voilà, merci.